Donc, bonjour à tous pour la conférence communication animale du Salon de Blandex sur la communication animale. Et donc, je suis très heureuse de vous recevoir. Et donc, cette conférence sera aussi sur YouTube et sur ma page et on l'enregistre. Donc, comme ça, si vous avez envie de la réécouter ou si voilà, vous avez envie de la faire écouter à d'autres personnes, ça sera avec plaisir. Alors, cette conférence, moi, je souhaite qu'elle puisse se faire dans la convivialité, vous puissiez poser vos questions. Et aussi, donc, dans une première partie, je vais vous expliquer ce qu'est la communication animale et dans une deuxième partie aussi, ce qu'elle apporte avec des cas réels et concrets pour vos animaux, parce que je pense que c'est ça quand même le plus important. La façon dont la communication animale se passe, voilà, c'est important parce que ça rassure, mais ma foi, il n'y a pas de quoi en faire un plat sur ce qui se passe dans ma tête. Hein. Voilà, ça c'est une autre affaire. Alors, donc, sur cette première partie, la communication animale, ça fait partie de la grande famille de la voyance et de la télépathie, pour essayer de faire simple. Ça veut donc dire que l'on est dans un état d'esprit, un état mental aussi, un état d'onde qui nous permet de communiquer, de recevoir les messages, mais que ce soit des animaux, des plantes, de terre, de l'eau, voilà, des cailloux, de votre maison. Donc, ça, les animaux nous en parlent, mais les végétaux nous en parlent et l'eau nous en parle. Entrez, prenez une chaise surtout. Hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, l'humain est plutôt dans des ondes bêta. Les plantes sont dans des ondes encore différentes des ondes alpha. Et la Terre, elle est dans des ondes θ, et dans les ondes gamma. Enfin, il y a vraiment d'autres types d'ondes. Hein. L'humain est plutôt bêta, ça veut dire qu'il est pris dans son mental, qu'il y a quelque chose qui gigote dans le mental. Hein. Ça parle tout seul dans le mental. Voilà. Dès qu'on est plus souvent dans les ondes alpha, ça gigote plus. Je peux vous dire, moi, ça ne gigote plus. Je peux avoir rien entre les oreilles. C'est quelque chose de formidable. Voilà. Et c'est dans cet état-là que l'on va rentrer, que l'on va pouvoir percevoir les messages des animaux. Et après, on rentre dans encore d'autres types d'ondes cérébrales qui peuvent être encore beaucoup, beaucoup plus basses, voilà, pour pouvoir écouter la terre et les racines des arbres et les arbres. Pour essayer de vous faire simple. Donc, nous sommes tous équipés pour pouvoir le faire. Ça vient de la glande pinéale. Si vous regardez dans toutes les grandes traditions, que ce soit des religions du livre, mais également dans le monde païen et les bouddhistes, les Africains, les peuples autochtones, voilà. Donc, la pinéale, elle est connue. C'est une petite glande en forme de pomme de pin, c'est pour ça qu'on l'appelle la pinéale. Elle est située complètement au centre de la tête. Hein, voilà. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle le troisième œil chez les hindous. Dans les traditions, je dirais, de nos pays, où vous êtes sur une zone chrétienne, cette glande pinéale, elle est souvent à côté des crucifix, dans les cimetières. Vous l'avez aussi dans les églises près des tabernacles. Et dans les anciennes maisons, vous pouvez aussi la voir sur les grilles. Donc, elle a souvent un pied carré. Et là, vous avez une superbe pomme de pin. Voilà. Ce qui est dit dans les grandes traditions. Alors, même au niveau du monde médical, hein, aujourd'hui, c'est reconnu. Dire qu'on en perçoit encore tous les mystères, c'est faux. Ce que l'on sait, c'est que cette glande, elle nous permet de recevoir l'âme au moment où on va être incarné et au moment du décès, elle nous permet aussi la désincarnation. Et elle nous permet notamment la télépathie et la médiumnité. Il faut qu'elle soit en bon état pour que l'on puisse continuer, et même pour que chaque être puisse avoir son chemin de vie, il faut que la pinéale soit en bon état. Ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, quand on prend tout ce qu'on peut mettre dans le sel, tout ce qu'on peut mettre dans les dentifrices, l'aluminium un peu partout, plein de polluants chimiques, tout ça, ça s'agglutine. Les médicaments également allopathiques, hein, qui sont forts mais qui n'ont pas forcément le quantum complet des plantes, eh bien, tout ça, ça peut faire des polluants. Et ces polluants fait qu'il y a des humains qui ont la pinéale encrassée. Et donc, effectivement, ils peuvent avoir des difficultés sur le chemin de vie, mais d'autant plus pour être en communication animale, bien évidemment. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. C'est que normalement, tout le monde doit pouvoir être en télépathie. Ce n'est pas la réalité.
pour X raisons. Hein. D'abord, savoir se servir de la pinéale, prendre conscience qu'elle est là, et ensuite avoir une pinéale en bon état. Voilà. Des questions déjà par rapport à ça? Moi, je ne forme pas de personnel, comment je dirais, du public. Je ne forme que des vétérinaires et des ostéopathes. Donc, quand vous voulez vous former, j'envoie chez des collègues qui, elles, forment des individuels. Donc, mais n'hésitez pas là quand même pour des questions. Comment fait-on pour la dépolluer? Ah, ben ça, vous voyez ça avec les formateurs, comme dit l'autre. Voilà, voilà. Hein? Donc là, vous avez Marie Ferla, la Dame Fée, qui travaille, donc, qui est sur l'île, Dunkerque, et même France entière. Elle fait énormément de déplacements. Elle a vraiment des belles formations. Et Charlotte Letien, voilà, qui est belge, qui est dans l'Aveyron actuellement, mais qui vient faire aussi des formations sur l'île. Ça, c'est des gens que vous retrouvez sur Facebook et qui vous accompagnent. Voilà, qui vous accompagnent dans la longueur. Parce que moi, je reconnais que j'accompagne pas, je peux pas. Enfin voilà, mon truc, c'est d'écouter les animaux, d'être là avec eux, de faire aussi du shiatsu et du reboutage avec eux. Je n'ai pas envie de me disperser, quoi. Plus le travail avec les étos, les ostéos, là, je suis bien. Vous voyez? Donc, j'ai envie de continuer les endroits aussi où je suis à ma place, comme dit l'autre, où je me sens bien. Voilà. D'autres questions par rapport à ça? Ou des besoins? C'est bon? Bon. Alors là, on va pouvoir faire une deuxième partie beaucoup plus longue. Hein, donc, cette communication animale, qu'est-ce qu'elle permet en fait? Donc, pendant la communication animale, on a des perceptions, comme les voyants, comme les médiums. Et chaque communicant a des perceptions qui lui sont propres. Ça veut dire qu'un communicant n'est pas l'autre. Donc, les perceptions de l'un ne sont peut-être pas forcément les perceptions de l'autre. Et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir par rapport à ça. Chacun fait suivant ses capacités, hein, en télépathie, médiumnité. Donc, on peut avoir des capacités visuelles. Donc, on peut voir les choses. Donc, on va voir l'environnement chez les familles, l'environnement des chevaux dans leur écurie, leurs copains, les robes, la couleur de la gamelle, la couleur des murs, le déménagement. Voilà, on va avoir de l'auditif, donc on va entendre la voix de l'animal. Ça, c'est quelque chose d'important. L'animal a une voix. On pourrait penser qu'il n'a pas une voix, mais en fait, on a une voix. Et c'est tout l'intérêt de faire, pour moi, des communications animales, ce qu'on appelle direct live. Ça veut dire que vous n'avez pas de dossier écrit. Voilà, vous avez un compte-rendu audio. Pourquoi? Parce que moi, je suis avec l'animal en direct et tout l'objectif, c'est de vous faire comprendre la voix de l'animal. Hein? La voix de l'animal, une voix, ça donne un tempérament. Quand on a un animal qui nous parle comme ça, je vais bien, mais pas tous les jours. Voilà. On sent déjà, vous voyez, c'est hyper important. Ça, vous ne l'avez pas forcément sur un écrit. Sur de l'audio, quand vous m'avez au téléphone ou en direct, waouh, là, on sent tout de suite une personnalité, quelque chose sur le retrait. Et ce qui se passe là, c'est peut-être pas forcément, on ne peut pas forcément le dire avec des mots. Mais par contre, ce que je viens de vous faire là, vous percevez qu'il se passe quelque chose. Et cette perception-là, elle est hyper importante parce que c'est une image réelle de votre animal qui va au-delà du champ lexical, qui nous oblige à nous relier à l'animal et à le ressentir avec notre cœur, notre tripe, le sien. Wow. Voilà. Puis on a aussi des animaux qui vont nous dire moi, c'est comme ça. C'est tac, 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 tac. C'est comme ça. D'accord, ok. Déjà, rien que cette phrase-là, la façon de le dire. Ah oui, ok. Oui. Bon. On a déjà un autre type de personnalité, vous voyez? Donc, tout ce que l'on reçoit en audio et que l'on essaye de vous faire passer, pour moi, c'est primordial. Parce qu'une voix, c'est un tempérament. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est touché, hein, le goût et l'odorat. Donc, il va nous dire ce qu'il aime comme toucher, évidemment, et moi, je vais le percevoir également. Le goût, l'odorat, qu'est-ce qu'il aime comme goût, qu'est-ce qu'il n'aime pas comme goût. Comme là, par exemple, tout à l'heure, hein, sur le salon, j'ai
une jeune fille et donc son cheval. Et son cheval qui me dit, oui, là, le parfum de la maman, il faut changer, ça sent les produits pour cheveux, ça sent… voilà. Et la maman me dit, ah oui, je mets de la laque. Je ne sais pas l'odeur de votre laque, mais ça piconnait quand même. Et le cheval disait, oui, ça, c'est pas obligé de venir me voir et de sentir ça. Allez, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de sentir ça. Et par contre, il expliquait pour la jeune fille, qui est la propriétaire réelle du cheval, il disait, oui, mais là, elle peut continuer. Ça sent le pain d'épices. Et la jeune fille disait, oui, effectivement, c'est mon nouveau parfum qui sent le pain d'épices. Et ça, c'est important, parce que là, moi, je ne peux pas savoir. L'une comme l'autre me disait, moi, je n'ai pas mis de laque, moi, je n'ai pas mis de parfum. Bon, OK. Donc, on est sûr que c'est le cheval qui a bien ressenti ça et qui dit, OK, cette odeur de pain d'épices, un petit peu épicé, un petit peu sucré, ça me va. Puis moi, je ressentais vraiment l'odeur de pain d'épices, comme de notre enfance. Donc, c'est tous les souvenirs de l'enfance aussi qui remontent quand ils nous font percevoir ça. Donc, voyons, on a les 5 sens comme ça. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le scan physique. Alors ça va aussi dépendre des professionnels. Le scan physique, ça veut dire qu'à un moment donné, on est un peu comme en scan ou en IRM avec votre cheval. Et que là, on va avoir les vertèbres, les veines, les nerfs, tout le système, la prise de sang, tout la totale. Et bien sûr, on n'est pas là pour faire un diagnostic à la place du vétérinaire ni à la place de l'ostéopathe. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. N'hésitez pas à prendre des chaises. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à prendre des chaises. Et puis, ce scan, ce qu'il permet, et c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai 50% de ma clientèle qui m'est envoyée par des ostéopathes et par des vétérinaires parce qu'il y a des difficultés de diagnostic, parce qu'on ne trouve pas, ou parce qu'on fait tout, on a trouvé le diagnostic, on fait tout, et les médicaments, ça ne marche pas. La rééducation, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé? Voilà. Et le scan permet de regarder ça, de se dire, ça vient de là. Souvent, l'animal va nous donner la cause aussi. Par exemple, il me dit, je suis tombé et j'ai fait ça. Comme chute, j'ai fait ça. Et depuis, pouf, ça ne va plus. Donc ça va aussi aider énormément l'ostéopathe, parce que quelquefois, on ne sait pas l'ancienneté du traumatisme. Et plus un traumatisme est ancien, plus il s'ancre dans le corps, plus ça devient profond, plus il y a des traces sur les fascias et sur les organes internes. Et quelquefois, on ne sait pas que c'est lié à une chute. Donc, on se dit, il a attrapé quelque chose, mais quoi? Ce qu'il a attrapé, c'est surtout une chute et un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement est en train d'augmenter, mais on ne trouve pas la cause. Donc, vous voyez, il y a cette partie-là. Et puis, bien entendu, on a aussi l'émotionnel, le mental et le chemin de vie, spiritualité. Donc, l'émotionnel, c'est comment il vit les événements. Ça veut dire que entre vous, ce que vous faites, l'environnement et ce que l'animal perçoit vraiment, comme nous, il peut y avoir des différences entre l'intention des propriétaires et ce que l'animal reçoit. Voilà. Donc, comment il perçoit ces choses-là, comment il se les approprie, et quand il se les approprie, est-ce qu'il se les approprie de façon positive, avec le verre à moitié plein, ou avec le verre à moitié vide, et du coup, pouf, stress. Alors, il y en a qui vont être dans le stress, mais il y en a qui vont se mettre en colère. Voilà. Il y en a qui rentrent dans la timidité, il y en a qui vont développer du stress et qui ensuite, mentalement, vont devenir dans l'attaque. Voilà. Donc, chaque cas est différent, parce que l'émotionnel et les 5 sens vont faire que derrière, on va prendre des décisions mentales. Et puis, bien entendu, à côté de ça, il y a le chemin de vie. Donc, pourquoi est-ce qu'une âme, elle a été incarnée et qu'est-ce qu'elle aime faire dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire dans sa vie? Et du coup, comment elle se l'approprie? Et est-ce qu'elle est heureuse, voilà, cette âme, dans ce corps-là? Et comment ce chien, ce chat, on fait avec tous les animaux. Moi, j'ai des aigles, voilà, j'ai un éléphant, j'ai des dromadaires, j'ai tous animaux en communication animale. Comment, du coup, ils vivent leur vie en se l'appropriant. Voilà. Et on peut quelquefois avoir des surprises parce que l'animal, il s'approprie sa vie d'une certaine façon, mais ce n'est pas forcément ce que le propriétaire avait prévu. Voilà. Donc, c'est comment un propriétaire
est capable de mettre en place la vie dont l'animal a besoin, et cet animal, comment il arrive aussi à rentrer en lien avec un propriétaire pour qu'ensemble, ils puissent avoir une vie épanouie, les uns et les autres. Voilà un peu les choses. Donc, vous voyez que les champs sont larges. On me demande des rendez-vous beaucoup pour la santé. Je vous dis 50% ostéopathe vétérinaire. Donc là, c'est quand même très, très axé santé. Des éducateurs, parce que des moniteurs, voilà, parce que tout est mis en place. Le vétérinaire, c'est bon, l'ostéopathe, c'est bon, l'éducateur canin, c'est en cours, mais ça ne va pas. Voilà. Ou le moniteur d'équitation, c'est en cours, mais ça ne va pas. Donc, du coup, on continue de chercher. Voilà, donc je peux avoir ces cas-là. Je vous donne 2 cas que j'ai eus récemment. C'est vétérinaire OK, ostéopathe OK, et éducateur, donc la famille un peu désemparée, et éducateur, le bordel, quoi. Le bordel. Donc, avec l'éducateur et la famille, il me demande une communication animale. Donc, j'ai la famille et l'éducateur. Et la première chose que le chien dit, c'est « mais moi, je suis sourd, hein. » D'accord, OK. Donc, moi, je me retrouve avec ça. Et je demande à la famille, ils disent « bah non », mais c'est très difficile à détecter la surdité, hein. Donc, la famille, bah non. Donc, le vétérinaire, il n'a pas vérifié ça. L'ostéopathe, il n'a pas vérifié ça. L'éducateur dit, ah ben, là, d'un seul coup, ça s'explique. J'ai beaucoup de choses qui s'expliquent. La famille qui dit, ah bah ouais, d'un seul coup, comprend pourquoi il est dans son monde, pourquoi on est obligé d'aller le voir comme ça en disant, j'existe. Voilà, que visiblement, il y a des sons graves qu'il entend, mais tous les sons aigus, rien. Pas de... Donc, on l'appelle, mais il ne revient pas, quoi. Il part. Hein. Voilà. Et donc, les examens ont été faits. Effectivement, il y a des gros problèmes d'oreille, de gros problèmes de surdité. Donc là, maintenant, ça va pouvoir être pris en charge par l'éducateur, par la famille, par le vétérinaire, je veux dire, pour adapter notre comportement. Comment nous, on adapte notre comportement quand on sait qu'il y a quelqu'un avec nous qui a une difficulté d'audition. Évidemment, on fait plus de gestes. Oui, on essaye de se mettre dans son champ de vision, on le touche. Oui, on va compenser sur tous les autres sens. On va nous devenir une espèce de chien d'aveugle pour l'animal qui a une difficulté. Voilà, là, on a des exemples où c'est peut-être qu'il serait arrivé là, mais dans 2-3 ans, à force de tout chercher, de se dire, bon, en fin de compte, il est peut-être sourd. Voilà, là, la communication animale, elle permet quand même vraiment de gagner des mois, et voire des années. Hein, donc là, on a quand même des belles choses qui se passent par rapport à ça. Et puis après, on a toutes les familles pour savoir si leur animal est heureux. Je pense que ça, c'est vraiment une très, très grande preuve d'amour que de se dire, bon, voilà, on sait qu'on n'est pas parfait, on essaye de faire le mieux qu'on peut, mais est-ce qu'il est heureux, quoi, hein? Et qu'est-ce qu'on peut encore faire pour améliorer? Voilà, moi, j'ai énormément de cas comme ça. Et puis après, évidemment, prévenir d'événements importants dans la maison, de déménagement, de divorce, d'arrivée de naissance, voilà, ou le jeune, au contraire, qui part à l'université, donc boum, perte d'un référent. Donc on a vraiment tous les cas pour prévenir l'animal et faire que sa vie puisse être la plus facile possible. Les prévenir aussi d'une grosse opération. Voilà, les prévenir quand il y a un décès, quand il y a une maladie grave, les prévenir eux de leur maladie grave aussi, leur dire qu'ils ont une maladie grave, savoir comment ils vont. Ce n'est pas à la communication animale de dire l'animal est OK pour l'euthanasie ou pas. Hein. Ça, je vous rappelle, c'est un décret vétérinaire, donc il faut vraiment leur laisser cette partie-là, mais c'est quand même quelque chose qui est vu entre le vétérinaire et la famille pour évaluer correctement l'état de l'animal et donc être conscient de tous les signaux que l'on reçoit de l'animal. Et puis après, communication animale pour les animaux décédés, pour savoir s'ils vont bien dans le monde où ils sont actuellement. Quelquefois, ils sont encore dans l'entre-deux mondes, quelquefois, ils sont passés dans la lumière, quelquefois, ils ont des messages pour leurs humains. Voilà. Ils ont encore envie de dire des choses à leurs humains. Et puis, quelquefois, ils disent simplement, maintenant, voilà, maintenant, je suis bien, ou là, ça ne va pas encore, je suis mort brutalement, ça ne va pas. Voilà, et ils vont raconter leurs conditions de décès. Tout ça, c'est important. Voilà, c'est important. Quelque chose d'important aussi par rapport à la communication animale, comme moi je le pratique, juste une photo et le nom de l'animal, surtout jamais l'âge de l'animal.
Voilà. Et les questions, c'est après, c'est à la fin de notre conversation téléphonique, il y a une partie où on écoute l'animal, qui dure à peu près 15-20 minutes, et ensuite je prends vos 10 questions, si vous avez 10 questions. Voilà. Et là seulement, je réponds aux questions. Ça, là-dessus, j'interviens aussi, pour moi, c'est quelque chose d'important. Je ne veux pas avoir les questions au début parce que les questions sont mal posées. Voilà. Du coup, si vous me dites déjà comment mon chien va depuis le déménagement, moi, ça, tout mauvais voyant est capable de le dire. Madame, vous venez de déménager. Oh, comment vous le savez? C'est dans votre première question. Vous voyez? Donc, ça, surtout, ne donnez pas les questions. C'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, il faut vraiment laisser le communicant partir sur ce qu'il a à dire par rapport à l'animal. Ne donnez pas d'âge non plus. Votre photo ne doit pas forcément être récente. J'insiste bien là-dessus non plus. On n'est pas dans quelque chose de photo récente. Voilà, c'est à nous de dire l'âge de l'animal, c'est à nous de dire la condition physique, émotionnelle, mentale de l'animal. Voilà, et surtout pas l'inverse. Hein, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Si on vous demande l'âge, méfiez-vous. Moi, je dis ça comme ça. C'est pas bon signe. Voilà. Vous savez, c'est tout simple. Hein. Vous me dites, mon chien, allez, Nono, 12 ans. Moi, je commence. Madame, votre chien fait de l'arthrose. Tous les chiens à 12 ans font de l'arthrose. C'est chouette, hein, 40 €. D'accord? Voilà. Donc, surtout, ne jamais donner l'âge de l'animal parce qu'il y a des pathologies dégénératives, des choses que l'on a à un certain âge, on le sait tout de suite. Voilà. Or, ce n'est pas ça qu'on doit dire en premier, on doit d'abord écouter, entendre l'animal, pouvoir vraiment, et on n'est pas dans l'interprétation, voyez. Donc, les choses qui peuvent être dites, quelquefois, elles sont un peu brutes de décoffrage. C'est le monde de l'animal. Donc, c'est brut de décoffrage. Voilà. Parce que c'est sa réalité à lui. Et il le dit sans jugement. Voilà. Ça aussi, c'est important. Il n'y a pas de jugement. Est-ce que vous avez des questions? Des choses qui vous surprennent? Est-ce qu'il y a des réincarnations? Oui, oui. Oui. C'est comme nous, ils peuvent avoir plusieurs vies. Donc, effectivement, ils peuvent avoir des réincarnations, bien entendu. Et ils peuvent aussi avoir des incarnations qui, quelquefois, peuvent comment je dirais, peuvent être un peu compliquées pour eux et peuvent être un petit peu compliquées pour les propriétaires. Hein, par exemple, j'ai eu en communication animale un bichon, vous voyez, un bichon. Bon, et le bichon qui commence par dire moi, je suis un excellent chien de garde. Donc, la famille, ce n'était pas ce qu'elle lui demandait. Lui, il était énormément frustré parce qu'on ne lui demandait pas de garder. Et lui, ce qu'il voulait, c'était être au courant de tout, garder, aller à la porte, vérifier, la nuit se lever pour faire ses tours de ronde, enfin un véritable berger allemand. Voilà. Et la famille qui disait ouais, mais il est ingérable, quoi. Il ne veut pas rester dormir dans la chambre, faut qu'il gratte, qu'il aille faire un tour en bas, ensuite il remonte. Oui, c'est comme un berger allemand, quoi. Il tourne les nuits, le berger allemand. Hein. Il ne tourne pas tous les 5 minutes, c'est des chiens qui dorment. Mais enfin, bon, ceux qui ont un berger allemand ou un malinois le savent. Hein. Ce sont des chiens qui se lèvent et qui font leur tour de ronde et poum, ils se recouchent. C'est comme ça, c'est un chien de garde. Bon, lui, il était chien de garde. Donc, vous imaginez le truc. Et il ne peut pas être d'accord pour être porté dans le sac, ses chouettes par terre. Surveiller. Moi, je surveille mon maître pour être là, quoi. Enfin, je veux pas. Vous voyez. Donc là, on a, voilà, il est incarné là dans un corps de bichon, mais le mental, l'âme, c'est pas du tout ça, quoi. Hein. Donc c'est comment la famille va s'adapter en disant bon ok, t'es un chien de garde, t'es efficace parce que c'est pas un problème de taille. Hein.
Ce n'est pas un problème de compétence physique, c'est un problème de compétence mentale, de savoir comment on le fait passer et de savoir la posture. Et donc d'avoir du charisme. Il disait, mais moi j'ai du charisme, hein, donc ça se passe bien. Ce n'est pas un problème de taille, j'ai du charisme. Mais il faut me laisser travailler. Donc j'aboie, je m'énerve, je fais pipi, je fais caca, parce que ça me stresse de ne pas pouvoir bosser. Donc il était devenu sale de ne pas être heureux de pouvoir faire son travail. Vous voyez? Donc là, la famille, je dis, bah, écoutez, là, faut lâcher la bride, quoi. Hein. Vous avez un mini berger allemand, on lâche la bride, hein, voilà, et les choses se sont régulées parce qu'on l'a laissé avoir son tempérament. Donc, ça veut dire que la famille a été habituée à avoir des bichons, mais là, elle n'avait pas un bichon. Apparence bichon, mais ce n'est pas un bichon. Voilà. Donc, c'est comment on l'autorise. Hein, voyez, on peut avoir ça. Hein, et je trouve que ça, c'est très intéressant de se rendre compte qu'ils viennent tous des loups. Hein, donc, il y a 2 types de loups à l'origine des chiens. Donc, effectivement, on peut se retrouver. Ce n'est pas parce qu'on a tel corps qu'on a le mental qui va avec. Voilà. C'est le chemin de vie. Lui, son chemin de vie, c'est un chemin de vie de gardien. Voilà. Donc, oui, il y a des incarnations et des réincarnations. On ne peut pas du tout dire que ce sont des erreurs, ce n'est pas du tout ça. C'est parce que lui, son expérience à vivre, c'est de vivre ça dans un corps de bichon. C'est intéressant pour son chemin de vie. Et en plus, il le vit bien, il développe son charisme. Donc, il est heureux, il ne demande pas à être plus grand ou il assume. Vous voyez, c'est plus l'humain qui n'assume pas d'avoir voilà, on n'a pas besoin d'un chien de garde, on ne veut pas qu'il bosse. Bah oui, mais enfin, c'est un bosseur. Hein, voilà. D'autres demandes ou questions? Est-ce qu'il y a des animaux avec qui c'est plus facile? Non. Moi, à mon niveau, honnêtement, non. Voilà, quand je dis à mon niveau, ce n'est pas une histoire de prétention, c'est plus par rapport à mon quotidien, non. Non, je ne sais pas. Après, quand les gens commencent la communication animale, ou quand je travaille avec les vétérinaires ou avec les ostéopathes, les premiers animaux avec qui on commence, c'est des malinois, des bergers allemands, des bergers australiens. Pourquoi? Parce que ce sont des chiens qui sont extrêmement proches de l'humain. Et donc, du coup, ils sont tout de suite l'humain, mon maître, garder la protection du maître. Enfin, ils ont tout de suite un lien avec l'humain. Voilà. Alors que déjà, si vous voulez, quand on fait les chiens de chasse, je peux pas vous dire que pour moi, ça soit plus difficile, mais avec un chien de chasse, c'est déjà, ah ouais, puis là, ça s'en sort, puis là, ah ouais. Donc, si vous voulez, les premières choses que le vétérinaire ou l'ostéopathe va ressentir, c'est déjà des trucs d'un monde où on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait, quoi? Ben oui, parce qu'il ne parle pas de son lien avec l'humain, il ne parle pas d'attachement, il ne parle pas d'attaque, de défense, de contrôle du territoire, il parle de, ah ouais, puis moi, il y a ça. Il parle déjà de son monde, vous voyez? Donc, au départ, c'est déjà plus compliqué d'aller dans le monde de l'autre. Puis après, c'est sûr que quand vous travaillez avec un serpent, voilà, ou avec un oiseau, hein, ou un poisson, voilà, là, on est tout de suite dans le monde de l'autre. Hein, donc, il nous parle de sensations, de choses qui sont quand même assez éloignées du monde humain. Oui, quand on travaille avec le sauvage, hein, c'est des choses quand même assez éloignées du monde humain. Donc là, il faut aussi accepter des choses qu'on se dit, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Et avec les cochons-là, ça se passe comment? Ah ben très bien. N'hésitez pas à prendre une chaise, madame. Voilà, bonjour. Bah, très bien, très bien. Voilà ce que je peux vous dire, très bien. Après, chaque animal est différent, ça, il faut le savoir. Tout ce qui est les animaux qui sont des proies, hein, donc on a quand même des comportements liés aux proies et le fait d'avoir besoin d'un espace terrier et d'être très, très en éveil, voilà, à regarder l'environnement, à avoir besoin que l'environnement soit sécurisé, à avoir besoin d'un endroit sombre où on peut voir sans être vu. Voilà, ça c'est quelque chose qu'ils nous disent assez facilement s'ils ne l'ont pas. S'ils ne l'ont pas, ils nous parlent assez facilement de ça. S'ils l'ont, ils ne nous en parlent pas forcément parce qu'ils vont se montrer dans cette partie-là en disant « ouais, je vois ça, ou je vois que ça. Je suis bien, mais enfin, il y a les 2 trucs autour, je vois que ça. »
J'aimerais bien voir plus quand même, quoi. Vous voyez? Mais chaque cas est différent et on donne beaucoup de preuves pour que la famille puisse reconnaître son animal. Ça fait partie du gros travail de communication animale. C'est pour ça qu'il faut aussi que vous puissiez donner vraiment des photos anodines de votre animal. Après, par le bouche à oreille, et les clients qui me connaissent le savent, quoi. Par exemple, je me retrouve avec un chien et sur une table comme ça, je vois que ça. Donc, je ne peux pas raconter la couleur du papier peint autour. Voilà. Et c'est bien, c'est très, très bien. Ou un chien sur une pelouse quelconque, c'est très, très bien. Comme ça, on ne voit pas la maison. Ne pas voir l'environnement, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est notre rôle de le décrire. Donc, si vous nous le montrez, c'est quand même un peu con, quoi. Hein, si je peux vous dire la couleur du papier peint et des carrelages, c'est pas très intéressant si on l'a en photo, quoi. Voilà, donc soyez vigilants par rapport à tout ça. Je trouve que là, c'est vrai que c'est l'hyper mode de la communication animale, mais le propriétaire doit être vigilant sur ce qu'il envoie comme photo. Voilà, moi je mets bien photo quelconque, parce que je trouve que c'est quand même le plus simple, c'est de dire ça, quelconque. Ça veut dire une photo anodine, mais où on n'a rien de marquant, surtout ne montrer aucun élément. Voilà, soyez un peu réservés là-dessus. On a déjà les animaux qui nous disent suffisamment de choses quoi, sur le privé. C'est très drôle d'ailleurs. Hein. Ils nous racontent des choses. Voilà, on ne pensait pas forcément avoir accès à ces choses-là. C'est très drôle. Quoi. Voilà. Moi, j'ai par exemple des chiens J'avais un chien qui en communication animale, il y a de ça 15 jours, 3 semaines, voilà, quand c'est pas trop ancien, on s'en souvient, et qui dit mes coussins, hein, voilà, j'ai un coussin un peu gris perle et un coussin un peu beige marron, un peu foncé avec des taches dessus. Voilà. Elle me dit, ah bah oui, c'est son coussin avec des pattes, des seins. Je dis, oui, c'est ça, c'est beige, puis il y a des taches dessus. Enfin, voilà. Et le chien, il dit, moi, c'est pas celui-là, non. Moi, j'aime bien le vert avec un liseré blanc et un gros magnolia. Elle me dit, bah, vous êtes dans ma chambre, ça, c'est ma couette. Hein. D'accord, madame. Oui. Désolée. Voilà. Ben, c'est vrai qu'il faut on est un peu embêté comme ça parce qu'on va dans des endroits où on ne doit pas aller. Quoi, hein. C'est pas prévu d'aller dans la chambre et d'aller sur le lit et de regarder la couette. Quoi. Voilà, donc bon, c'est votre chien hein, qui décrit. Oui, vous inquiétez pas. Bon, ok. Voilà, parce qu'à ce moment-là, il a envie d'écrire ça, dire qu'il va aussi coucher sur le lit, que c'est l'endroit où il a vraiment envie d'être, qu'il ne va pas forcément assez souvent, qu'il ne va que quand il y a les humains, qu'il a envie aussi d'y aller quand ils ne sont pas là, voilà, que c'est vraiment son coussin. Et c'est vrai que c'est intéressant quand ils précisent que c'est leur coussin, voilà, quand même leur redire que c'est surtout le couchage de l'humain, hein, qu'on peut à la limite copartager, ça c'est voilà, les choix que les humains font, mais quand ils disent c'est mon coussin, waouh, ça veut dire que là, l'humain il peut venir accessoirement. Quoi. Enfin, vous voyez donc, quand la façon dont l'animal nous en parle, ça dénote aussi hein, l'usage du lieu et comment le chien devient possessif de certains endroits et qu'est-ce qui est en train de se passer. Un animal n'est pas l'autre, hein, mais là, quelquefois, ça montre quand même des choses où tu es en train de prendre un peu de pouvoir, hein, capacité, pouvoir, augmentation du territoire. Enfin, voilà, ça nous dit tout ça. Hein. C'est surtout pour les chats, parce qu'on dit que normalement, ce sont eux qui vivent chez nous, en fait. Et nous, on est. Oui, mais vous avez des chiens aussi. Hein. Oui, vous avez aussi des chiens qui prennent possession du lit, prennent possession des carpettes, enfin, prennent possession du canapé, ne veulent plus qu'on s'assoie sur le canapé. Enfin, ça peut aussi arriver pour certains chiens qui sont extrêmement territoriaux. L'un n'est pas l'autre, si vous voulez. Mais là, on avait ça. Quoi. Il disait, mais moi, mon panier préféré, c'est celui-là, quoi, quand même. D'accord, ok, c'est pas ton panier, c'est d'abord le lit des humains. Voilà, qui décide de le partager avec toi de temps en temps, parce qu'il disait, mais moi, je le veux tout le temps, hein, c'est mon panier. C'est pas seulement quand ils sont là. Hein, pourquoi il y a des heures où je n'ai pas accès? Intéressant. Ben, c'est parce que ce n'est pas son panier, quoi, justement. Vous voyez? Donc, c'est après, on en voit aussi beaucoup chez des éducateurs, voilà, pour faire réfléchir. Parce que là, la façon dont le chien se l'approprie, est-ce que c'est accepté? Est-ce que ça peut poser des difficultés? Qu'est-ce qu'il dit le chien par rapport à tout ça, vous voyez? Un chien n'est pas l'autre, mais je veux dire que quelquefois, oui, il nous emmène dans la chambre à coucher, quoi. C'est très drôle. Et c'est par méditation ou comment vous communiquez? Ah non, moi, ça va tout seul.
Par photo. Vous donnez une photo et C'est parti, oui. Ouais. on dit que l'animal vous choisit, c'est vrai ça normalement. Parce que moi j'ai adopté un chat, enfin, c'est une chatte, mais elle a été maltraitée vraiment, donc c'était très difficile. Je ne savais pas si j'allais la garder parce que je voulais un chat qui soit enfin, câlin, câlin, etc. Et tout le monde fait après, bon, c'est habitué, mais on dit qu'elle est très indépendante. Et enfin, c'est ça. Maintenant, elle est beaucoup plus douce. C'est elle qui vient, en fait, c'est elle qui décide. C'est elle qui vient. Oui, voilà, c'est ça, oui. Mais oui, c'est oui. ça, sur le canapé, si elle est sur le canapé, que je veux la faire bouger. Ah oui, oui, ils sont. Elle me crache aussi. Bien sûr, ils sont territoriaux. Après, moi, je vous invite aussi à avoir un éducateur félin. Vous voyez, parce que dans ces cas-là, éducateur félin, par rapport à la place que le chat a besoin, la place pour les arbres à chat, vous voyez, il ne faut pas se tromper de métier. Communication animale, ce n'est pas éducateur félin. Donc, comment un animal comme ça, qui a pu vivre des traumatismes, trouve sa place dans une maison, dans une famille, quels sont ses besoins, par exemple, par rapport à une caisse ou des choses comme ça pour un animal qui ont vécu dehors. Voilà, tout ça. Après, la communication animale, elle part sur un animal en particulier. Et effectivement, c'est important que l'animal, notamment quand on adopte, quand on va chez l'éleveur, voilà, que ça soit la personne qui prend cet animal, et que l'animal vient vers cette personne, ça c'est important que ce soit quelque chose qui se fasse. Voilà, et surtout ne jamais prendre un animal pour quelqu'un d'autre, parce que l'animal est hyper déçu, quoi. Il pense qu'il va rester avec la personne, voilà, et puis là la personne le donne. Enfin voilà, offrir un animal à quelqu'un, c'est vraiment pas le bon plan, quoi, parce que l'animal sent quand même des choses. Si le chemin de vie va pouvoir s'approprier, enfin aller avec cet humain, et là boum, on prend un animal et boum, c'est pour donner à quelqu'un d'autre qui a un autre chemin de vie. Ça n'a rien à voir. Enfin, pour faire le malheur d'un animal, c'est la bonne solution. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait une communication animale justement avec un animal qui a été abandonné, qu'il a été J'en fais beaucoup, oui. Pour les aider? Oui, ben, je travaille pour des assos de toute façon. Hein. Je travaille pour des assos, pour des SPA, pour des familles d'accueil. Voilà, donc bien sûr qu'on a ça. On a ça doit être atroce. Qu'est-ce qu'ils ressentent ces animaux quand ils sont abandonnés? Ça, c'est à chaque animal de le vivre. Ça, c'est à chaque animal de le vivre, et il va nous le dire à sa façon dans la communication animale. Ils ne vont pas forcément tous le dire de la même façon. Voilà. Ils ne le ressentent, ils ne le revivent pas tous forcément de la même façon. Voilà, chaque parcours est unique. Pareil, c'est trop facile les généralités, quoi. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Je trouve que ça, c'est aussi extrêmement dangereux, parce que y a toujours cette tendance pour l'humain à dire tous les Malinois sont comme ça, tous les bergers allemands sont comme ça. Bon, l'humain le fait aussi entre eux. Hein, tous les gros sont comme ça, tous les bruns sont comme ça, tous les petits sont comme ça. Enfin bon, c'est un peu une catastrophe, hein, l'humain par rapport à ça. Oui, voilà. Et là, c'est aussi mettre dans les cases, mais mettre dans les cases l'uniformisation, j'ai envie de dire. Ça, c'est comment j'ai envie de dire, c'est rabaisser vers le bas. D'accord ? C'est ne pas prendre en compte la différence, la belle différence, qui fait que chaque âme et chaque être est unique. C'est un peu l'école unique pour tout le monde, vous voyez ? On s'en fout si on a de l'avance ou du retard, 5 ans, telle classe. Ouais, enfin bon, chacun son développement quand même. Hein ? Et bien là, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est un peu comme une reproduction de l'école unique, la pensée unique, le machin unique. C'est pas ça. Chaque être est vraiment unique. Donc, pareil, dans ce cas-là, je ne peux pas vous faire de généralité. On sait qu'il y a des généralités par espèce, vous voyez, comme les cochons d'Inde qui ont quand même besoin d'un terrier, mais comme un lapin a aussi besoin d'un terrier, comme un oiseau a besoin de voler, c'est con, mais c'est vrai. Hein, voilà, comme un chat qui a des griffes a besoin de faire ses griffes, et oui, c'est con, mais c'est une réalité. Voilà, et ce sont des choses qu'on n'accepte pas forcément. Hein. Ça sont quand même des choses innées, liées à l'éthologie de l'espèce. Voilà. Et pour tout le reste, eh bien, il y a l'acquis, voilà, il y a la génétique aussi, bien entendu, mais il y a l'acquis, et du coup, chaque animal se développe d'une façon particulière. Il y en a qui rentrent dans le jeu, il y en a qui se protègent, il y en a qui trouvent un chemin de contournement pour s'adapter, parce qu'ils sont adaptatifs. Chaque être, c'est ça qui est d'ailleurs passionnant, c'est que chaque être réagit à sa façon. Donc, il faut refuser ces cases. Voilà. Quand on met dans les cases,
on les réduit en fait. On les réduit. Voilà, on réduit l'âme. Voilà, quand on met dans une case. Ça, c'est important. Et c'est tout l'inverse, la communication animale. C'est le respect d'une entité et d'une âme, d'une particularité. Voilà. Des questions par rapport à ça? Des demandes particulières? Oui? Est-ce que vous avez besoin de toucher l'animal? Non, 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 non. Regarder? Non, 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 ça se fait sur photo. C'est fait Oui, sur photo. quand vous le voyez, vous envoyez de temps en temps. Ah bah oui, parce que je passe quand même une grosse partie de mon Oui. temps à faire du shiatsu, donc oui, j'en vois. Même Oui, là, sur le d'accord. salon, voilà, j'ai fait un shiatsu en début d'après-midi. Vous voyez, donc oui, oui, j'en vois beaucoup. Oui, oui, heureusement. C'est une grande joie de les voir Donc, vous aussi. ne touchez pas, Bah, si vous voulez, regardez pas, si. si vous voulez le début de la communication animale, je ne les vois pas forcément. Quand je vois en écurie, ça peut d'abord être sur photo. Je ne vois même pas les box, rien du tout. Je suis assise au clubhouse. Puis après, je fais tous mes shiatsu. Voilà, je fais communication animale, je vais au shiatsu, communication animale, shiatsu. Parce que je n'ai pas forcément besoin de l'animal. Après, avec l'habitude, si vous voulez, s'il boite, c'est pas une communication animale, il fait un poche et tout de suite il boite. Enfin bon, c'est con, hein. Donc ça, c'est plus de la communication animale. Et puis je n'ai pas besoin non plus de voir les voisins de boxe. C'est pas le bon plan de m'emmener dans les allées d'écurie. C'est vraiment pas le bon plan. S'il a envie de me parler de ses voisins de boxe ou si le voisin de boxe a envie de dire moi, je ne suis pas bien, voilà, ça va être sur la photo de l'animal. C'est pas en passant. Je trouve que là, il y a quelque chose qui va. Oui, il y a quelque chose qui va pas bien si je vois tout, quoi. Voilà. Je suis souvent dans des lieux, voilà, je me mets dans le clubhouse, sur une botte de paille. Voilà, quand je vais dans les élevages de chiens, on me met dans une pièce anodine ou dans la cuisine, comme ça je ne vais pas dans l'élevage. Voilà, et puis après, je décris l'élevage, voilà, mais je ne le vois pas. Puis par sécurité aussi, hein, pour pas qu'on transmette des maladies hein, pour les chiens ou pour les chats. Voilà, on ne va pas forcément dans la partie élevage. Hein, dans la partie pouponnière, on n'y va pas forcément. Et après, on va regarder en vidéo, par caméra, ou bien on met les chaussons. Enfin, voilà, il y a aussi toute cette sécurité-là hein, qu'on doit respecter. Donc, oui, puis après, voilà, il y a le shiatsu et on pose les mains, quoi. En règle par rapport à la législation actuelle, hein, qui est une législation sur le médecine chinoise. Voilà, et actuellement, la législation, c'est le bien-être. Hein, au niveau des accords pour le shiatsu avec les vétérinaires. Mais sur prescription, on peut aller plus loin que le bien-être, hein, sur prescription. Oui, oui. Voilà. C'est la législation actuelle. Voilà. Voilà. Oui, toucher, c'est un grand bonheur. Hein. Ils viennent, ils sont câlins, ils ont envie de se soigner. C'est ça aussi. Ça va plus loin que se soigner. Hein. Ils ont envie de guérir. Voilà, c'est ça aussi une particularité par rapport à l'humain. Hein. L'animal a envie de guérir. Hein, ça, c'est important. Et il accepte aussi la mort. Et ce n'est pas un échec. Donc, il y a vraiment un contexte différent d'acceptation et de travail. Ce qui fait que c'est simple, en fait. Voilà. Vu qu'il y a volonté de l'animal hein, d'être dans la guérison. Voilà. Et comment est arrivé votre don? C'est arrivé comme ça fait longtemps? Oh, vous savez ça? Oui, mais honnêtement, allez, on s'en fout un peu de ça. Vous voyez, pendant qu'on fait ça, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de l'animal. Et moi, honnêtement, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'animal, quoi. Vous comprenez? Ça, là, d'un seul coup, on revient centré sur moi et le moi, où on s'en fout. Puis au niveau de l'ego, allez, je ne suis vraiment pas là-dedans. Donc, ça apporte quoi, ça? Vous comprenez? Ça apporte strictement rien. Vous voyez? Ça apporte vraiment rien. Alors que de l'autre côté, si on se dit, ben voilà, quand l'animal dit ça, nous, comment on s'adapte? Là, d'un seul coup, restons centrés sur l'animal. Parce que si on dérive de l'animal, on n'est plus amour, quoi. On n'est plus amour. Voilà. Je trouve ça, c'est important. Vous voyez, ça fait partie des choses où là, on s'éloigne.
s'éloigne. Je ne savais pas que ça existait avant. Alors, Oui, c'est oui, pour ça que oui, je oui, pose la oui, oui, question. oui, oui, oui. Non, mais j'entends bien. Sauf que là, moi, je suis là pour l'animal, quoi. Je suis pas là pour moi. Moi, je pourrais rentrer dans un trou de souris, je rentre dans un trou de souris. L'important, c'est l'animal. Voyez. Et là, par exemple, hier, j'ai travaillé avec un séquoia, voilà, qui est coupé en deux, qui a ses aiguilles qui tombent, voilà. Donc, c'est comment on travaille avec un séquoia. Et voilà, c'est ça qui est formidable. C'est de pouvoir travailler avec les animaux, mais aussi de pouvoir travailler avec les plantes. Voilà, donc avec des personnes qui me disent, bah, écoute, j'ai mon séquoia, je sais que là tu le fais, j'ai entendu dire que, bon, comment on fait pour, pour, euh, pour redonner une qualité de terre, parce que le séquoia dit, la terre là, elle n'est pas comme ça, voilà, comment on travaille avec les orties, avec les fougères, comment on va mettre toutes ces choses en place pour que le séquoia puisse reprendre son chemin. Et il est en train de guérir un peu. Je l'ai vu hier, ça fait 3 semaines qu'il est en soins. Allez, il va pas mal. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Ah, non, pas de souci. C'est pour la conférence d'après, il est déjà 18h Moins le quart Ah ben c'est peut-être ça. Donc, moi, j'ai un arbre qui a développé correctement jusqu'à présent. Et là, je vois je pense qu'il doit y avoir un parasite. Mais ça, vous faites aussi alors Oui, alors, oui, bien sûr. Alors n'oubliez pas les jardiniers, les horticulteurs. Pareil. Moi, j'interviens quand, toujours la même chose, je peux intervenir sur prescription des horticulteurs, des jardiniers, enfin, voilà. Hein, mais aussi, donc, il faut déjà résoudre tout le problème de santé. Vous voyez, si c'est un parasite, il faut déjà que vous le trouviez, enfin, vous allez le trouver, vous allez aller chez l'horticulteur, il va vous aider, vous allez voir quelque chose, voilà, si c'est la cloque, si c'est des choses comme ça, on met une feuille, voilà, après une analyse de terre, et moi j'interviens quand tout ça est fait, hein, voilà, comme avec les animaux en fait, hein, et que là ça va pas. Et là, l'arbre parle d'une acidité terrain qui est plus forte à un endroit donné, et l'arbre qui se sépare comme ça, donc en plus hier on a sanglé l'arbre, on a mis des sangles hein, pour l'aider à se ressouder, un peu comme si on met une attelle près d'un bras, un plâtre, hein, donc là on l'a sanglé. Voilà. Et j'arrive un peu en bout de course, quoi. Mais ça me va tout à fait. Voyez. Donc, je pense qu'avant, surtout, ne perdez pas de temps avec la communication végétale tout de suite. Il faut, voyez, vous pensez que c'est un parasite, ok. Si c'est un parasite, je le trouve, je vais chez l'horticulteur, il me donne du produit, on regarde ce que c'est, ensuite on renforce le terrain, on renforce tout ça, on rééquilibre tout ça, voilà, et vous allez être très correctement guidé. Voyez, là c'est plus quand le terrain a bougé, quand on a des maisons autour qui se sont construites, par exemple, et du coup, il y a de l'apport de terre, il y a du ruissellement, on change le réseau d'eau, donc l'arbre, il est fin bien, il est là depuis 50 ou 100 ans, il est super. D'un seul coup, boum, on construit un lotissement derrière, pof, apport de terre, l'eau qui s'écoule plus, lui se retrouve dans une espèce de marée alors qu'il était super bien dans son jardin, et puis ben, il n'en peut plus, il meurt. Il meurt d'être étouffé par l'eau, voilà, de temps en temps ça s'assèche, de temps en temps ça remonte, puis il est en train de mourir pour cause de lotissement bâti derrière, quoi. Voilà, moi j'interviens sur des cas comme ça où là, honnêtement, on ne sait pas ce qu'on va faire, quoi. On ne sait pas ce qu'on va faire, comment on protège maintenant, comment on draine ce terrain qui se retrouve à se prendre l'eau du lotissement à côté, parce que le lotissement ne veut pas être bâti à côté. Voilà, donc le marais, il bouge, oui, le marais, il va continuer. Hein. Ce n'est pas parce qu'on assèche pour créer un lotissement, donc quelque chose où il y a une invasion de terre par des humains. Voilà. Mais le marais, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver un endroit où il peut aller. Hein. Donc, s'il ne peut plus être à l'endroit où il est, il va aller vers votre maison, vers votre jardin. Hein. Bien sûr. Hein. Ça, c'est la terre, elle bouge. Hein. Elle va s'adapter. Hein. Bien sûr. Et donc, bien sûr qu'on va avoir de la souffrance des plantes, mais de la souffrance aussi des animaux autour. Hein. Voilà. Les animaux nous parlent de ça et les plantes nous parlent de ça, hein, comment je dirais, de ce qui se passe sur Terre avec les humains. Hein. Oui. Allez-y. Disparu, décédé? Oui, bien sûr. Oui, 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 c'est ce qu'on a vu en début en début de séance, oui. Comment on peut faire pour les répondre? On le sait, on a compris ce qui se passe, mais comment on peut y répondre?
Ah bah de toute façon, ça va dépendre du problème, comme dit l'autre. Voilà. Si le problème, c'est un problème ostéopathique, moi, je vous donne des coordonnées d'ostéopathe. Eh oui. Si c'est un problème veto, je vous envoie chez le veto. Et encore, le type de veto qu'il faut. Vous voyez, donc je peux vous envoyer chez un diagnosticien, je peux vous envoyer chez un ophtalmo, je peux vous envoyer chez un gastrodentaire, je peux vous envoyer chez un vétérinaire pulmo. Vous voyez, parce que toutes les spécialités existent. Hein. Donc je vais vous envoyer chez le vétérinaire spécialisé qu'il faut, mais je vais aussi envoyer chez l'éducateur spécialisé qu'il faut. Hein, vous voyez, le type d'éducateur, voilà, parce que vous avez des éducateurs qui travaillent à la maison, vous en avez qui font des promenades. Oui, voilà, et vous en avez qui sont spécialisés dans le sport parce que votre chien veut faire du sport. Ben oui, donc on va aussi vous envoyer vers l'éducateur ou le moniteur éducateur, enfin voilà, ben oui, qu'il faut. Ça, c'est sûr qu'on a un rôle de pilier d'orientation, j'ai envie de dire comme ça, par rapport à la problématique, ou chez un éducateur félin si c'est un chat, voilà. On va aussi vous envoyer chez un nutritionniste s'il dit que là, il y a un problème d'alimentation, voilà, et vous conseillez voilà, de faire une analyse de crin ou une analyse de poils pour essayer de voir les minéraux, les vitamines, enfin, qu'est-ce qui se passe quand il dit qu'il a un problème nutritionnel, voilà, et qu'il dit que ça se passe à tel endroit, bon, ok, on va quand même essayer d'avoir des preuves pour que les vétérinaires nutritionnistes puissent vous appeler. Nous avons un rôle d'orientation, voilà, c'est sûr, ça c'est certain. Voilà, la CA, elle ne résout pas tous les problèmes. On a un rôle d'orientation. Maintenant, la CA résout certains problèmes. Ça c'est très clair. Voilà. Comme la dame là, qui est venue en début d'après-midi à mon stand, c'est quand même un chien qui ne voulait plus descendre de la voiture. Il y a 15 jours, il ne voulait plus descendre de la voiture. Communication animale, boum, après la communication animale, il descend, il monte de la voiture. Quand je dis plus descendre de la voiture, c'est vous le faites descendre dans la voiture. Pendant 2 jours, il ne descend pas de la voiture. Il groule et vous êtes bien embêté parce que jour et nuit, il reste dans la voiture. Hein, donc, c'est quand même un gros truc. Hein. Bon, fin de la communication animale, il descend et maintenant, il monte et il descend et il ne squatte plus la voiture. Voilà. Et comment vous lui avez répondu? Parce que, si vous voulez, une communication, ça veut tout dire. C'est de A vers B et de B vers A. Voilà. Donc, c'est prendre en compte pourquoi il reste dans cette voiture. Qu'est-ce qui se passe qu'il reste dans cette voiture? Qu'est-ce qu'il comprend qu'il doit rester dans cette voiture et que descendre, c'est quelque chose de non satisfaisant. Voilà, et on travaille là-dessus. Voilà, pour trouver des pistes, pour faire qu'il puisse être content de redescendre et content de monter, et que monter, ça ne veut pas dire je reste, je ne descends plus. Voilà, donc c'est tout un travail individuel qu'on fait. Alors, avec les humains, ce type de travail, parce que là, c'est du reboutage, ce type de travail-là, actuellement, ça s'appelle EFT. Voilà. C'est tout un travail que l'on fait sur l'émotionnel en lien avec le mental et on travaille aussi sur les lignées, ce qui s'appelle chez les humains constellation familiale. Mais honnêtement, il y a encore quelques années, tout ça, ça tombait sous rebootage. Voilà. Rebootage, reboot en anglais, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Quand vous faites reboot à votre ordinateur, c'est on accepte tout le présent tel qu'il est, toutes les choses telles qu'elles sont, et reboot. On remet tous les logiciels où ils doivent être. Voilà, c'est ça le rebootage. On fait un reboot. C'est l'origine du mot. Il ne faut pas oublier que l'anglais et le français étaient une même langue il y a longtemps. Rebootage, c'est ça. On remet tout, on réaligne tout, on remet l'ordinateur dans le bon ordre. Parce que là, c'est le bordel au niveau des fichiers. On va ranger les fichiers. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là d'accompagnement pour, qu'est-ce que ça veut dire monter en voiture, qu'est-ce que ça veut dire descendre, les fichiers, c'est quoi ce bazar? Donc, quand on monte, on redescend, on va remettre les fichiers dans le bon ordre. Voilà. Et c'est un travail émotionnel d'accompagnement avec chaque animal, dans le respect, et avec le propriétaire. Et c'est ça, honnêtement, qui est fabuleux. C'est permettre à un animal de retrouver son chemin de vie avec ses humains. Et nous orientons également. Heureusement. On peut vous orienter à Tomenko aussi pour un panier. Vous voyez, on est pas drôle. Ben voilà, oui.
l'enfant qu'elle va revenir. Bah, écoutez, déjà, il faut lui dire quand, il faut lui dire à quelle date, il faut lui dire pourquoi elle est partie. Il y a quand même aujourd'hui des possibilités avec la visioconférence que votre fille, elle parle à votre chien. Ah oui, ça, on le fait. Voilà, et puis lui dire quand est-ce qu'elle rentre, pourquoi elle ne rentre pas, dans quelles conditions elle rentre, hein, parce que ça aussi, c'est extrêmement important. On a des étudiants qui rentrent, la première chose qu'ils font, c'est déposer. J'ai eu le cas avec un chien, donc je peux vous en parler. Ils rentrent, déposent leur panier de linge sale, et ils se barrent, c'est voir tous les copains qu'on n'a pas pu voir parce qu'on n'est plus là. Ah ben oui, mais ça, c'est pas rentré. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Comprenez? Donc, on peut pas. Le chien qui a vécu ça une fois dit non, c'est pas vrai. Quand elle rentre pas. Il y a le panier de linge. Donc, moi, j'ai des odeurs de linge. Ok, ça j'ai. Mais pour le reste, elle est partie. Donc, en gros, c'est pas la peine de me dire elle rentre. C'est pas vrai, elle rentre pas. Si elle rentrait, je la verrais. Il y aurait du lien. Donc, en fait, elle ne rentre plus. La famille, c'est juste l'hôtel linge sale. Ouais, mais et moi? Donc, il ne faut pas lui mentir. Il faut aussi vérifier que votre fille rentre vraiment. Elle rentre le vendredi soir, elle veut pas le lundi matin. Mais qu'est-ce qu'elle fait entre le vendredi soir? Elle dit... Oui, non, mais je veux dire, est-ce que mentalement, elle est là? Est-ce que... Voilà, et elle, est-ce qu'elle est présente? Parce que s'il y a un manque lors de la présence, le chien le ressent et va dire, c'est pas, elle rentre, mais elle n'est pas là. Bien sûr. Voilà, voilà. Mais ce qu'on se dit là, c'est hyper important, hein, parce qu'effectivement, c'est un moment important quand la famille, quand un jeune part à faire ses études, j'entends parfaitement, mais souvent, il revient un peu bizarrement. Vous voyez? Eh oui. Oui, on va clôturer. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et puis, vous me retrouvez sur le stand. Voilà. Merci. À bientôt. À tout de suite.